Madame la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Excellences Madame et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Elles sont devenues si rares, des opportunités comme celle-ci, de réfléchir ensemble sur la pratique de l'histoire africaine et son enseignement. C'est pourquoi je tiens d'entrée de jeu à saluer chaleureusement cette belle initiative. La présence si remarquée de Madame la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en compagnie de ses collègues de la République démocratique du Congo, est certainement le signe d'une commune volonté politique de reprendre en main cet important dossier. Je n'ai qu'un regret, celui de ne pouvoir prendre part, comme je l'aurais souhaité, à ces journées et apporter ma modeste contribution aux échanges. Je vous prie donc de bien vouloir m'en excuser. Excellences, Mesdames et Messieurs, voilà plus de 50 ans que je suis mêlé à l'aventure de la pratique de l'histoire au Congo. Plusieurs collègues y ont inscrit des contributions remarquables, déterminantes et incontournables. Je pense d'abord aux pionniers de notre histoire savante, au rang desquels je citerai entre autres Jean Stengers, Jan Van Sina, François Bonting, Pierre Salmon, Joseph Cornet, Léon de Saint-Moulin. Il s'agit d'une lignée qui subsiste fort heureusement encore par quelques témoins comme Jean-Luc Vellut, François Neit ou Bogumil Yesiwiski. Le métier d'histoire au Congo possède aussi sa lignée d'ancêtres d'origine congolaise. Parmi eux, je voudrais saluer la mémoire de Zachary Chimanga Wachibango, notre spécialiste de l'histoire du Congo indépendant, et Antoine Lumengane Sokiobe, qui a été notre grand archiviste. Je pense aussi à Gérard Pilipili Kagabo, qui s'intéressait tant à l'histoire des relations belgo-congolaises. Georges Tchundolela Epagna, notre spécialiste de l'enseignement de l'histoire et de l'histoire économique, mais surtout, Jacob Sabakino Kivilu, notre répondant en histoire de la population, qui a été ces derniers temps la cheville ouvrière de la relance de la coopération universitaire entre le Congo et la Belgique. C'est avec émotion que je m'associe à l'hommage qui lui sera rendu. Avec Jacob, nous avons tant cheminé ensemble depuis les années 70. Que des souvenirs, que des difficultés surmontées ensemble, que des combats gagnés, perdus ou inachevés qu'il faut continuer à mener comme à cet instant. Oui, l'enseignement de l'histoire du continent méritait bien d'être repensé ici et maintenant. Car la pratique du métier d'historien n'a jamais cessé de connaître des renouvellements qui sont en réalité des adaptations, sinon des ajustements, des réajustements aux nouveaux enjeux. Cette nécessité impérieuse, Jean Le Goff et Pierre Nora en avaient fait naguère une belle illustration par l'apparition de leurs 3 volumes bien connus, Faire l'histoire, Nouveaux problèmes, Nouvelles approches et Nouveaux objets. S'agissant de l'histoire de la Belgique et de l'ancienne Afrique belge,
On se défend de ne plus faire de l'histoire coloniale, mais de l'histoire de la colonisation, l'histoire de la période coloniale. L'enjeu revient effectivement à décoloniser la démarche historique elle-même, une ambition légitime dans l'ère du temps. Mais toute la question est de savoir quel est le contenu de cette décolonisation de l'histoire. Comment accéder à cette histoire qui, selon le mot de Lumumba, ne serait pas forcément celle qu'on enseignera aux Nations Unies, à Washington, Paris ou Bruxelles. Pour aboutir à l'histoire africaine de l'Afrique, point n'est besoin, me semble-t-il, de brûler la bibliothèque coloniale de Modimbe, encore moins de décréter une méfiance systématique aux écrits africanistes et une confiance aveugle aux écrits de spécialistes africains qui seraient considérés comme exemptés d'emblée d'une critique rigoureuse et objective. La décolonisation de l'histoire est, à mon sens, un état d'esprit, un esprit d'ouverture et un esprit d'écoute. C'est aussi un processus, une entreprise qui ne peut aboutir à son plein achèvement qu'au sein d'une historiographie capable de pratiquer une sorte de révolution des regards, c'est-à-dire une historiographie respectueuse de la diversité des lectures, y compris des lectures qui paraissent marginales ou orphelines. Il ne s'agit pas non plus de célébrer à tout prix un culte à la différence, car face à la pertinence des faits, les discours historiques sur l'Afrique peuvent être similaires ici et ailleurs, sans être pour autant à l'unisson. Je me réjouis de la saine évolution qui est actuellement en cours, car il est révolu le temps où le discours africaniste, parce que produit par une certaine science infuse supposée, s'estimait autorisé à juger de tout, y compris de la pertinence au nom de cette histoire dite décolonisée. Sur ce registre, naturellement, tout n'est pas encore résolu. Les jugements péremptoires dénoncés en Afrique sont parfois les résultats des appels du pied des Africains eux-mêmes, en quête des reconnaissances soi-disant internationales. Au demeurant, le public africain lui-même demeure globalement plus sensible, malheureusement, aux analyses et appréciations d'origine externe qu'à celles d'origine interne. Tout dépend du contexte. Il est clair que les révélations sur les violences inqualifiables de la période léopoldienne sous la plume d'un Daniel van Groeneweg et surtout d'un Adam Ochiltz ont eu une valeur ajoutée plus que déterminante en Afrique. De même, des informations apportées par un Ludo de Witt sur l'assassinat de Lumumba ou plus récemment sur celui du prince Louis Rwagasore du Burundi, parce qu'elles sont reçues comme un corpus d'aveux des bourreaux d'hier, sont affectées d'un haut coefficient de crédibilité au Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, le premier champ de la décolonisation de l'histoire réside, à mes yeux, d'abord dans l'effort du partage équilibré des connaissances historiques sur les différentes tranches chronologiques du passé. Ceci a pour conséquence directe de ramener la tranche d'histoire de la période coloniale
dans ses plus justes proportions, le colonial n'étant qu'une période historique parmi tant d'autres. Elle est même la période la plus brève de cette histoire. Ainsi, j'aime me rappeler, dans le cas de la République démocratique du Congo, que l'âge postcolonial, avec ses 61 ans d'âge, a déjà dépassé la durée de 52 ans de la période coloniale. Et la période léopoldienne, avec ses 23 ans, est même plus brève que celle des guerres des Grands Lacs, du génocide Tutsi de 1994 à nos jours. Que dire des longs siècles d'histoire ancienne qui ont précédé la période coloniale et qui passent pour des laissés pour compte de notre historiographie? Reconnaissons-le en toute modestie, le poids des investissements intellectuels est totalement mal reparti. On se serait attendu d'ailleurs à une plus grande attention accordée à l'histoire récente, car comme n'a cessé de l'affirmer Léon de Saint-Moulin, le Congo d'aujourd'hui est davantage le produit de son histoire postcoloniale que de son histoire coloniale. À ce sujet, je voudrais rendre hommage ici aux travaux de Colette Brackman et à ceux de la section d'histoire du temps présent du musée de Tervuren avec Gauthier de Villers et Jean Omasombo. Leurs écrits sur l'histoire politique du Congo contemporain sont venus prendre la relève des travaux du CEDAF et du CRISP, qui, en leur temps, avaient été à la base de deux collections fortement revendiquées dans l'étude des évolutions politiques du Congo. Il s'agit de la série du Congo de 1959 à 1960 et des cahiers du CEDAF. Mais il est inquiétant aujourd'hui que cette pratique de l'histoire immédiate inaugurée par Benoît Verhagen soit en voie d'extinction. Mais le véritable cri d'alarme concerne la sécheresse de nos études d'histoire sur l'âge précolonial. En dehors des travaux de Jan Vansina, à qui nous avons tenu à rendre récemment un hommage plus que mérité. Aucune relève ne pointe à l'horizon. En dehors, bien sûr, des travaux de Pierre de Marais sur l'histoire archéologique et ici, aux travaux de Mombanza Bawele sur l'histoire ancienne des peuples de l'Équateur. Pourtant, c'est de cette période que devraient provenir des éclairages indispensables sur les fondements de nos traditions devenues objet de tant de manipulations à l'âge contemporain par ignorance ou par méprise. L'heure est donc à la vigilance. Mais revenons à l'âge colonial. Comme histoire de mise en contact de deux univers différents, celle-ci se prête à être déchiffrée à partir des corpus d'Afrique et d'Europe. Le besoin pour l'Europe de ne s'en tenir pour l'essentiel qu'à cette histoire et surtout à inviter constamment l'Afrique en débat sur cette période a un effet pervers que je n'ai cessé de dénoncer. Cette pratique continue à consacrer dans l'imaginaire la primauté de la colonisation. Pas étonnant alors que les jeunes Africains demeurent rivés, attirés par le mirage de l'Europe, une Europe qui aurait produit un âge d'or en Afrique, un âge d'or qui aurait finalement été détruit par les indépendances. À mon sens, les pages de cette histoire en partage devraient en principe se lire différemment.
Alors que les jeunes générations européennes sont portées à aller à la découverte des méfaits de la colonisation dont elles ignoraient l'ampleur et la profondeur, les générations africaines devraient chercher à les dépasser pour s'attacher à la construction de modernités qui soient conformes à leur culture et à leurs identités. La nouvelle approche de l'histoire coloniale du Congo, telle que définie récemment par un groupe de spécialistes belges et congolais sous la direction d'Idesbal Goderins et quelques autres collègues, constitue un bel exemple du respect de cette diversité de regards. Mais la décolonisation de l'histoire en Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs, possède bien d'autres territoires. Je n'en invoquerai ici qu'un seul, qui est d'une importance capitale. La décolonisation suppose l'effritement des cloisonnements néocoloniaux. Si les Congolais partagent une certaine histoire avec la Belgique, ils en partagent bien d'autres avec d'autres peuples, en commençant par ceux de leur voisinage. Avec les Ougandais, mais surtout avec les Rwandais et les Burundais, les Congolais ont en commun une longue histoire des relations entre les deux rives des Grands Lacs. Une histoire qui possède aussi son versant colonial en tant qu'espace de l'ancienne Afrique belge, dont les composantes ont connu évidemment des évolutions différentes à l'âge postcolonial. Avec les Angolais, les Congolais possèdent aussi une longue histoire commune aux multiples séquences, notamment comme membres de l'Empire Lunda, comme membres ensemble de l'Empire Lunda et du Royaume du Congo, et plus tard comme intermédiaires dans le commerce luso-africain. Les rapports sont similaires avec les Soudanais du Sud et les Centrafricains dans le cadre du partage des histoires des royautés et seigneuries de cette région du Nord-Est, comme dans les aventures du commerce du Haut-Fleuve, spécialement sur l'Ubangi. Est-il nécessaire de rappeler la profondeur des contacts séculaires avec les Congolais de l'ancien moyen Congo, l'actuelle République du Congo, dont la proximité et les multiples télescopages d'histoire se passent de discours? Cette histoire globale du Congo possède en plus son volet outre-Atlantique. En effet, nombre d'Afro-descendants aux Amériques se réclament de l'Afrique centrale, leur pays d'origine. L'histoire de la traite négrière et les vestiges culturels dans l'univers afro-descendant sont là pour témoigner de cette origine et de la pertinence de cette mémoire. Ce chapitre d'histoire douloureuse, j'en conviens, connaît aussi son aspect édifiant par la prise de conscience de plus en plus manifeste de la contribution des Africains à la construction des Amériques. Cette nouvelle approche de l'histoire globale du Congo avait connu ses balbutiements au cours des années 70-80 à l'université de Lubumbashi. L'enseignement d'histoire de l'Afrique centrale orientale, je m'en souviens, était assuré par l'abbé Alexis Kagame, historien rwandais, pendant que Théophile Obenga, provenant de Brazzaville, se chargeait d'initier les étudiants à l'égyptologie ainsi qu'à l'histoire de l'Afrique centrale occidentale. À la même époque, le CELTA, Centre de linguistique théorique et appliquée, menait des recherches sur les survivances des langues bantoues dans le portugais du Brésil. La collaboration avec des universitaires brésiliens
avait même conduit à la soutenance de quelques thèses de doctorat des jeunes chercheurs brésiliens venus apprendre particulièrement la linguistique africaine à Lubumbashi. Je pense ici notamment à la thèse de M. Pessoa de Castro Ieda sur l'intégration des apports africains dans le parler de Bahia au Brésil. Pour conclure, revenons au Congo et à la Belgique. Jusqu'où peut conduire l'exercice de revisiter l'histoire belgo-congolaise pour la décoloniser? Peut-elle accepter de se faire quelque peu harakiri en sortant du cadre étroit de la Belgique et du Congo dans lequel elle évolue pour adopter une vision plus globalisante? Cette exigence me semble s'imposer, car même l'histoire coloniale se prête au dépassement de ce cadre étroit, car il existe une histoire britannique, portugaise ou française du Congo belge. L'histoire américaine du Congo, par exemple, est un long chapitre qui ne peut être négligé. Elle occupe une place faussement discrète dans cette trajectoire depuis la période léopoldienne jusqu'à l'histoire d'exploitation des minerais des deux Kivu sur fond de violence, en passant par les épisodes de l'instrumentalisation de Mobutu dans la guerre froide. En définitive, l'histoire du Congo contemporain apparaît comme celle d'une interminable bataille contre les multiples tentatives de recolonisation, celle de la Chine, de l'Inde et par-dessus tout celle de la coalition des multinationales prédatrices. Encore là, une autre histoire à notre portée. Repenser l'enseignement de l'histoire suppose donc au préalable la production d'un savoir historique décomplexé qui soit largement émancipé du carcan néocolonial. Il est naturellement regrettable que cette nouvelle historiographie en plein éveil connaisse bien d'écueils. En Belgique, elle subit une sorte d'effacement progressif par la réduction sensible des chercheurs s'intéressant au Congo. Ici même, elle est trahie par la précarité généralisée qui la rend de moins en moins capable de jouer pleinement son rôle. Vulnérable, elle l'est aussi parce que dans ce contexte de total dénuement, elle se retrouve dans l'obligation de se soumettre presque aveuglément aux injonctions de quelques organes de financement de recherche encore disponibles pour s'aligner exclusivement sur les thématiques qui sont en commande. Conséquemment, les domaines qui correspondent aux sollicitations locales sont ainsi délaissés ou jugés sans intérêt. À cela s'ajoute la diminution croissante du nombre d'historiens disponibles à cause de l'accélération ces derniers mois des ravages dus à la Covid, alors que la relève tarde à se mettre en place. Ces multiples défis nous interpellent. Ils devraient nous inviter à un plus grand engagement. C'est pourquoi je ne peux que féliciter et surtout remercier des chercheurs qui s'investissent et travaillent sur l'histoire du Congo. Puisse ce colloque constituer le signal d'un nouveau départ pour l'émergence d'une histoire globale du Congo et de l'Afrique centrale. Je vous remercie.